les élections présidentielles 2027 vont décimer des milliers d'indépendants. Je sais que vous n'avez pas vraiment envie de l'entendre, mais comme d'habitude, si vous suivez cette chaîne, vous savez que je suis là pour dire les choses qui sont factuelles, surtout pas pour tenir un constat qui soit alarmiste, bien au contraire. Le but est simplement de savoir comment anticiper les choses, comment se préparer et comment faire partie des indépendantes, des indépendants et des fondateurs qui seront en sécurité pendant cette période un peu particulière qui a déjà commencé. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler le pourquoi du comment précis, pourquoi les élections présidentielles, et notamment celle-ci, impactent toute la chaîne des entreprises, des plus grandes jusqu'aux plus petites, quelles qu'elles soient. Je vais t'expliquer tout ça par des chiffres, et une fois n'est pas coutume, je vais te donner 5 éléments précis à implémenter dans ton activité pour ne pas ressentir ces secousses dans les semaines, les mois et les trimestres qui viennent. C'est parti. Alors, si on observe 2026, la première chose à comprendre, c'est que d'abord, vous n'êtes pas seul dans une situation dans laquelle les délais de décision des entreprises s'allongent lorsque vous leur demandez vos prestations. D'ailleurs, les études confirment ces ralentissements. Selon JP Morgan, qui a mené une étude auprès des dirigeants en 2025, déjà l'année dernière, 44% des dirigeants ont reporté dans les entreprises des pans entiers de leur stratégie à cause des incertitudes externes. Elles sont au nombre de 3. Les incertitudes réglementaires, 74% des décisions reportées. La volatilité des marchés, 37% des décisions reportées. Les problèmes géopolitiques, 35% des décisions reportées. Parfois, il y a des cumuls, évidemment. Selon Gartner, un des plus grands cabinets de conseil et de recherche en management au monde, un achat B2B aujourd'hui implique en moyenne 6 à 10 décideurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus le climat est incertain, plus les décisions sont longues et plus le nombre d'interlocuteurs dans les entreprises que vous adressez est important quand il s'agit de prendre une décision. Les personnes que vous adressez sont moins en moins autonomes dans leur prise de décision et vont devoir de plus en plus passer par des accords d'autres services de l'entreprise, de N+1, de N+2, de N+3, etc., etc. Pour celles et ceux qui ciblent des entreprises dans lesquelles il y a des CFO, Chief Financial Officer, 79% des deals sont désormais validés par ces personnes, ce qui est un chiffre qui était beaucoup moins important à l'époque. Ça prouve bien qu'on se couvre toujours plus quand il s'agit de dépenser de l'argent. Alors qu'est-ce qui a expliqué jusqu'ici, avant même les présidentielles de 2027, ces ralentissements? Il y a eu la guerre en Ukraine, les tarifs douaniers de Donald Trump, la volatilité des prix de l'énergie, les taux d'intérêt qui restent élevés. Tout cela crée un climat dans lequel les décideuses et décideurs auxquels on s'adresse ont tendance à attendre avant de s'engager. Dans mon métier au quotidien et quand je discute avec des décideuses et décideurs en entreprise, on constate de à peu près 20 jusqu'à parfois 40% de temps supplémentaire sur des deals conclus avec les entreprises. Ça ne veut pas dire que c'est problématique, il s'agit d'avoir anticipé en amont ce phénomène, mais ça veut dire qu'il faut s'en prémunir, évidemment. Le problème qu'on constate régulièrement auprès des indépendants, c'est que même quand ils s'adressent parfois à des petites structures, TPE, PME, ils pensent qu'ils sont à l'abri des secousses politiques, jusqu'à ce que leur maturité entrepreneuriale les fasse se rendre compte que ce n'est pas le cas. En réalité, quand les grandes entreprises commencent à freiner leurs investissements, il y a 2 choses qui se produisent en cascade. La première, ce sont que ces fournisseurs, ces sous-traitants et ces prestataires, qui sont souvent des PME, voient leurs revenus stagner ou baisser. Et donc ils deviennent eux-mêmes plus réticents quand il s'agit de dépenser de l'argent auprès des TPE, auprès d'autres PME, etc. Deuxième conséquence, c'est que ce climat d'incertitude, depuis toujours, se propage. Ça fait 15 années que je l'observe, systématiquement, dans chaque secousse d'ailleurs, qu'elle soit présidentielle, géopolitique ou autre. C'est-à-dire qu'une PME ou une TPE même qui n'a rien à voir avec les grandes entreprises, ça arrive, eh bien elle regarde les infos, elle consulte les nouvelles économiques, elle calcule en permanence son niveau de risque quand elle fait des investissements, et elle intègre toutes ces informations dans ses décisions. Le budget qu'elle avait prévu pour faire appel à un prestataire est donc reporté en attendant de voir comment ça se passe. Alors maintenant, pourquoi les élections de 2027 vont secouer particulièrement fort, vont mettre au tapis milliers d'indépendants, comme à chaque fois, mais à mon avis un peu plus? D'abord, c'est un phénomène normal. Toujours observé, il y a des études qui datent des années 1980, qui étaient publiées dans le Journal of Finance, qui évoquaient déjà un ralentissement des investissements moyens de plus de 5% en moyenne à l'approche des présidentielles. Sauf que les présidentielles qui arrivent en 2027 sont très particulières. C'est-à-dire que pour la première fois sous la Ve République, le résultat de la présidentielle, il est réellement ouvert, dans le sens où les extrêmes n'ont jamais été aussi proches du pouvoir. Je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, c'est pas le sujet de cette vidéo. En revanche, la France est actuellement l'un des pays les plus polarisés au monde. Seulement 13% des Français se placent au centre de l'échiquier politique, 21% se placent à l'extrême droite, et l'extrême gauche n'a jamais eu autant de chances de passer au pouvoir non plus. Et tout cela, évidemment, ça interroge et ça inquiète l'ensemble de l'économie. Alors, non seulement les décisions économiques en France, ça fait 40 ans qu'elles sont extrêmement mauvaises, mais au vu des personnes qui se présentent actuellement, on n'a jamais eu autant de chances de voir arriver au pouvoir des gens qui sont encore plus incompétents que d'habitude quand il s'agit de
définir un budget ou une ligne de conduite économique stable. Or, il n'y a que la stabilité qui permet aux entreprises de faire des investissements. Prenons ne serait-ce que ces dernières années, 2024. L'école de commerce Schema a analysé l'impact de la crise politique sur l'investissement des entreprises. Il se trouve que les économies des entreprises et l'investissement des entreprises françaises a chuté de 3,5% au troisième trimestre 2024, et on a observé 4 trimestres consécutifs de baisse, avec une baisse additionnelle estimée à 2% sous l'effet du choc de l'incertitude politique. Souvenez-vous simplement des dernières dissolutions, souvenez-vous du report des votes du budget qui était catastrophique, et souvenez-vous déjà à quel point ça avait interrogé et inquiété les entreprises, et à quel point ça avait déjà mathématiquement sorti de l'échiquier certains indépendants. Selon les analyses d'OpinionWay, juin 2026, auprès de dirigeants de PME et de TI, 65% des boîtes reportent ou suspendent déjà des investissements dans l'attente des présidentielles 2026. Évidemment, les plus gros investissements sont remis en question avant les autres. Évidemment, quand des entreprises s'engagent sur des deals à plusieurs dizaines de millions d'euros par exemple, eh bien on voit très longtemps à l'avance, et ce phénomène est en train de rattraper les petites structures petit à petit. 83% des dirigeants, ça c'est pas nouveau, considèrent l'instabilité économique et politique comme un état ou un défaut permanent en France, rien de nouveau sous le soleil. 45% ne sont plus confiants dans l'avenir politique et économique de la France, c'est pas dramatique, on a l'habitude, mais il faut en tenir compte. Et 66% estiment que le résultat des élections 2027 va les amener à reconsidérer des décisions stratégiques. Donc évidemment, l'entreprise qui vous dit « on va attendre de voir comment ça se déroule », et il y en aura de plus en plus, elle ne s'invente pas une excuse qui sort de nulle part. Elle base sa réflexion de manière parfaitement rationnelle, dans un contexte qui, objectivement, pousse à l'attente. Alors quand on approche d'une année électorale, on observe 3 phénomènes principaux. Le premier, c'est qu'un investissement fonctionne finalement comme une option financière. Si une entreprise peut attendre avant de passer un achat ou de se faire épauler par un prestataire, sans perdre une opportunité majeure dont l'effet serait dramatique, alors il est rationnellement préférable pour elle d'attendre. Parce que face à une élection incertaine, le fait pour elle de reporter une décision va lui permettre de s'informer davantage avant de pouvoir prendre sa décision. C'est un comportement qui est individuellement rationnel, mais qui collectivement, évidemment, comme à chaque fois, ralentit toute l'économie. La deuxième chose, c'est l'incertitude liée aux règles du jeu. La fiscalité, les charges sociales, la réglementation sectorielle, etc., etc. Tout peut changer selon qui passe au pouvoir. Et un investissement dont le rendement attendu, qu'il soit purement financier d'ailleurs, pas, s'il dépend de règles du jeu qui ne sont pas encore fixées, eh bien c'est un investissement que les entreprises reportent naturellement. Troisième phénomène, qui est très lié évidemment à ce que nous venons d'évoquer, c'est la thésaurisation du cash. Les entreprises n'arrêtent pas de travailler, elles doivent continuer de faire du profit. En revanche, elles réduisent leurs dépenses au strict minimum, essayent de gonfler leur trésorerie pour se mettre en sécurité, et cette trésor accumulée, quand c'est le cas, revient dans l'économie après les élections. Mais là aussi, au niveau du rythme, on ne sait pas quand, puisqu'on ne sait pas qui va passer au pouvoir et quels seront les programmes économiques qui risquent d'être plus désastreux encore qu'habituellement. Alors vous allez peut-être me demander, qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte ? Encore une fois, j'insiste, mon but n'est pas d'être alarmiste, c'est d'informer de manière factuelle, pour vous permettre de gagner en robustesse économique dans vos activités. La première chose, parce que c'est un grand classique dans ces périodes, arrêtez de regarder ce que font vos pairs. Quand le marché est incertain, le réflexe naturel, c'est d'attendre de voir qui va bouger en premier, qu'est-ce que fait le voisin. Mais si vous faites ça, vous rejoignez le panier du bas, celui qui va être le plus secoué par ces incertitudes, ces délais rallongés, et donc vous allez vous mettre en risque, en stress, etc. Il se trouve qu'il y a bon nombre de vos concurrents qui vont, c'est très étrange je sais, mais arrêtez de faire du commerce, arrêtez de rencontrer leurs cibles, prenez un petit peu l'ensemble pour voir un peu ce qui se passe en se disant de toute façon c'est difficile. Et puis il y a une petite partie, comme toujours, c'est le principe des... Si on prend par exemple l'exemple des indépendants, le principe des indépendants dont 10% d'entre eux génèrent 40% des revenus de l'ensemble, c'est les 10% qui restent les plus actifs sur la partie commerciale, rencontrer ses clients, relancer, se montrer soutenant, montrer qu'on est là, conclure des deals, renouveler l'opération, etc. C'est comme ça depuis toujours et c'est ce qui explique de tels écarts de revenus. Deuxième point, remonter d'un cran dans la hiérarchie décisionnelle des entreprises que vous adressez. Lorsque les cycles sont plus longs et dans un climat incertain, vos interlocuteurs habituels ne décident plus seuls. Ils ont eux-mêmes besoin de la validation d'autres services dans l'entreprise, de leur hiérarchie, etc., etc. Plus que jamais. Ça veut dire que si vous passiez d'habitude votre temps avec des DRH, des directions juridiques, des CEO, des head of marketing, peu importe, des directeurs des opérations, eh bien il se peut que vos deals restent bloqués plus que d'habitude parce qu'il manque un maillon de la chaîne ou la prise de décision. Ce que je dis toujours aux indépendants que j'accompagne, visez un cran plus haut, renseignez-vous bien sur qui prend les décisions, faites en sorte d'avoir les personnes en face de vous faire connaître auprès d'elles, et ça va vous aider grandement. Chiffrez ce que le report coûte à vos clients.
Quand un prospect vous dit on verra en septembre, on verra en décembre, on verra en février, la réponse c'est pas de justifier votre prix, mais c'est d'expliquer très concrètement ce que va coûter à l'entreprise le fait de ne pas implémenter vos services, votre solution plus rapide. Parfois vous pouvez le chiffrer, purement financièrement, parfois pas. Tous les cas, il faut l'expliciter de manière très claire. Quel est l'impact négatif du fait de reporter la décision? Votre client ne doit plus réfléchir à ce qu'il dépense, mais à ce qu'il perd s'il ne réalise pas l'investissement. 4. Faites très attention à ce que j'appelle les deals fantômes. Les cycles longs ont tendance à créer une illusion dangereuse, avec une multiplication des prospects qui vous disent probablement en septembre, probablement en décembre. Identifiez très clairement la teneur des engagements de vos clients. Prenez les acomptes que vous pouvez prendre. C'est pas grave si la prestation commence dans 10 mois, vous dites ça tombe bien, on est dans le timing, je prends un acompte, on règle ça, on se calme dans nos agendas pour dans 10 mois, c'est parfait. Et vous bloquez tout ce que vous pouvez bloquer avec un acompte, si possible. Faites attention parce que dans cette période-là, il y a plus de deals que d'habitude qui s'annulent. Donc si vous n'avez pas des oui fermes concrets et des signatures, prudence. 5e point, ne concentrez pas votre risque sur 1, 2 ou 3 gros contrats. Ça, c'est le piège le plus classique. En période de cycle long, on se dit tout va bien, j'ai 2-3 gros trucs qui doivent se signer. On en a 2 qui disparaissent. Et c'est la catastrophe, on doit se mettre dans une démarche de vente urgente pour sauver le truc, mais en général, trop tard. N'oubliez pas qu'un deal peut tomber à n'importe quel moment, incertitude politique, modification ou changement de direction, remise à plat des priorités, etc., etc. Donc dans ce contexte, la diversification de votre portefeuille de clients n'est plus une option. Pour certains, ce sera même une condition absolue de survie. Continuez évidemment à nourrir les gros deals qui sont en cours, mais ne laissez pas votre hygiène commerciale au placard pendant ces périodes. Ce que vous allez signer pendant les élections présidentielles 2027, c'est demain. Vous êtes déjà en train de le préparer depuis un moment, en fonction de vos cycles de vente et des délais moyens. J'espère que cette vidéo vous a donné quelques pistes de réflexion intéressantes. Pas de panique à bord. Les élections présidentielles, c'est une chose, celles-ci vont être hard, ça va impacter, c'est sûr, ça a déjà commencé, mais c'est pas nouveau. On connaît les crises, on connaît les pandémies, on a connu la canicule récemment. Tout va bien se passer à partir du moment où on continue de prendre soin du poumon de son activité, à savoir son développement commercial. Il ne s'agit plus d'être dans une posture qui consiste à attirer des clients et à attendre que ça tombe, mais à être proactif pour rejoindre ou rester dans le sommet de la pyramide des indépendantes et des indépendants qui resteront sereins et souverains sur leur acquisition de clients, le développement de leur patrimoine et l'atteinte de leurs objectifs personnels et professionnels, puisque les deux, comme toujours, sont intimement liés. Pense à t'abonner à cette chaîne si tu as aimé cette vidéo, ça te permettra de ne pas louper les prochaines, et je te dis à bientôt. Ciao.